Bonsoir à tous, bienvenue à la Maison Française. Merci beaucoup d'être avec nous pour cet événement dont nous nous réjouissons. Je vais commencer par introduire Kawthar Archi, que nous sommes honorés de recevoir. Dans son récit autobiographique « Comme nous existons », Kawthar Archi écrit « Je fus portée à croire, dans ma jeunesse, que la théorie avait le pouvoir des baisers, des plantes, des prières. Je veux parler de ce pouvoir de guérir et de transformer. Et plus j'aurais maîtrisé, j'imaginais cette science de l'abstraction, plus nous serions allés en nous affirmant, arrachés pour toujours et collectivement à l'arbitraire des vies dominées, sans rien vouloir dominer à notre tour. Nous tenant simplement sous le bon drapeau, nous donnant nos propres lois, nous libérant. Pour beaucoup d'entre nous ici, je pense que l'œuvre de Kawthar Archi a eu ce pouvoir, une œuvre qui guérit et qui transforme, une œuvre au pouvoir libérateur. Romancière et sociologue, Kawthar Archi a publié 3 romans, ainsi qu'un récit autobiographique et plusieurs essais, dont le plus récent, Ainsi l'animal et nous, aborde la question de la domination humaine sur les animaux et la lie à la domination de certains humains sur les autres, en abordant entre autres la lutte des classes, le patriarcat et la colonisation. Kawthar Archi a également enseigné la sociologie à Sciences Po, à l'Université Paris 13, et a été professeure invitée à NYU. Aujourd'hui, elle enseigne à la Haute École de travail social à Genève. Dans notre contexte de réalité politique de plus en plus sombre, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs, l'œuvre de Kawthar Archi continue à nous inspirer et nous faire espérer en un monde où nous puissions vivre, comme elle l'écrit, arrachés pour toujours et collectivement à l'arbitraire des vies dominées, sans rien vouloir dominer à notre tour. À l'heure où beaucoup d'entre nous s'interrogent sur les possibilités et les impossibilités d'une réconciliation, au regard de l'histoire coloniale et des actualités politiques, nous avons souhaité organiser cette conférence pour réfléchir ensemble à ces questions. Et nous sommes honorés que Kawthar Archi ait accepté notre invitation pour ouvrir cette conférence que son travail a inspirée avec une proposition courageuse, s'écrire ou l'effort de paix. Nous vous invitons également à nous rejoindre demain pour la deuxième partie de la conférence, avec des présentations de doctorants réunis autour du thème de la réconciliation. Enfin, nous tenons à exprimer au département de français et à la Maison Française notre gratitude pour avoir rendu cet événement possible et pour toute leur aide et leur soutien. Merci beaucoup. Vu que j'ai l'ordinateur et que la table elle est basse, ici ça va. Bonjour à tous et à tous. Merci beaucoup d'être présente ce soir. Je suis très heureuse d'être avec vous. Il est rare que Columbia m'invite et que je refuse. Donc c'était un grand plaisir pour moi de recevoir une invitation de la part d'Emmanuel Saada, avec le soutien de Renate Matar et de Diana Walker, que je remercie chaleureusement pour l'organisation de cette journée. La question, telle qu'elle a déjà été formulée par Renate Matar, qui porte sur la question de la réconciliation, je lui disais quand je l'ai vue, je lui ai dit quand je l'ai revue, je lui dirai sûrement demain aussi, n'est absolument pas une question simple. C'est une question qui n'est tellement pas simple que c'est une question à laquelle je ne me suis pas beaucoup confrontée jusqu'à présent. Et je voulais sincèrement vous remercier de m'offrir l'opportunité de penser ou de tenter de penser cette question de la conciliation, de la réconciliation, à partir notamment de la question de l'écriture de soi et des siens. Avant de préciser quelques points qui me semblent essentiels, je souhaiterais commencer par dire quelle est ma situation en quelques mots assez brefs. Je suis née en France, je possède un passeport français, je parle français et j'écris en langue française. Pourtant, je dois dire que mon attachement à la France est plutôt lâche, plutôt distant et de plus en plus avec le temps qui passe. Dans Littérature et Révolution, coécrit avec Joseph Andras, Joseph me demande si je me sens française et je lui ai spontanément répondu « La France, à mes yeux,
c'est quelque chose d'assez insignifiant, ça ne fait pas sens. Nous pourrions dire la table ou la chaise, en lieu et place de la France, serait égal. C'est de ma part, évidemment, bien sûr, ici à la fois une formule rapide et sûrement un peu plus qu'une formule. Parfois, il est arrivé aussi qu'on me demande si je me sentais arabe, si je pouvais me dire arabe en France. À cela, j'ai eu tendance aussi à répondre par une formule qui est à mon sens un peu plus qu'une formule. À répondre, je disais en disant « les Arabes, ça n'existe pas en soi, les Arabes, ça n'existe qu'ensemble ». C'est quelque chose qui, pour moi, fait particulièrement sens. Quand je dis cela, je le dis dans une perspective que je pourrais qualifier d'anti-essentialiste, pour utiliser ce terme-là. En effet, l'identité est, à mon sens, une construction, et cette construction possède toujours de processus d'identification, de processus de contre-identification, et je ne crois pas que quelque chose qui serait l'identité, purement l'identité pure, existe. Pour ma part, à la fois au croisement de l'écriture de soi et au croisement des travaux de sciences sociales, je sais et nous savons à quel point la question de la perception, la question de l'identification, la question de la catégorisation importe. En soi, il n'est donc pas, à mon sens, important de définir ce que nous sommes, mais de réfléchir peut-être davantage à ce qui nous est fait collectivement et à ce qui nous est fait intimement. Je me permets de préciser cela car il me semble important de dire, mais je pense qu'à peu près tout le monde l'a bien compris, à savoir que ce lieu à partir duquel je m'exprime est toujours un lieu qui a à voir avec le minoritaire. Et le minoritaire, il est pour moi profondément lié à la question de la mémoire. J'ai un vague souvenir, il y avait dans le salon, près de la fenêtre, un meuble en bois sur lequel reposait une télévision et puis un magnétoscope. On pouvait ranger des choses à l'intérieur de ce meuble. C'est là que se trouvaient tous les livres de la maison. Je dirais 6 ou 7 livres. Un de ces livres était « Notre ami le roi » de Gilles Perrault. Plus tard, j'ai appris que ces livres appartenaient à mon oncle. J'ai appris que j'avais un oncle et qu'il avait été hébergé par mes parents durant le temps de ses études. Il est reparti et les livres, eux, sont restés. Ce n'étaient pas à mes yeux des livres, mais simplement des objets, de simples objets que ma mère dépoussiérait, comme les lampes, les bibelots ou les vases. Les livres qui ont été reconnus comme des livres, j'entends les livres qui n'étaient pas rangés, mais les livres qui étaient maniés, qui étaient touchés, eux, ils sont apparus à partir du moment où j'ai acquis une carte de bibliothèque. J'allais à la bibliothèque chaque mercredi après le repas. Les bibliothécaires étaient comme des petites mères qui nous ouvraient la porte, qui nous souriaient, qui prenaient nos manteaux et qui nous invitaient à entrer. Elles nous accueillaient avec joie, nous, les jeunes filles, qui étions toujours sages et calmes. Mais elles avaient aussi une âme de marâtre, je dirais, car elles n'hésitaient jamais à refouler les jeunes garçons qu'elles trouvaient au contraire de nous, turbulents, bruyants et incontrôlables. Elles leur disaient de revenir plus tard. Parfois, des fratries ont été ainsi divisées. Les frères partaient et les sœurs restaient, puis les frères finissaient par revenir. Les bibliothécaires les faisaient entrer l'un après l'autre. Elles les surveillaient. Il arrivait parfois qu'elles les suivent, car elles craignaient que les garçons abîment les livres, les salissent, les déchirent ou les déplacent d'une étagère à l'autre. C'est quelque chose que j'évoque très brièvement dans « Comme nous existons », un simple souvenir. Quand est-ce qu'on a eu accès aux livres? Comment est-ce que les livres sont venus vers nous? Comment nous sommes allés vers les livres? Et immédiatement, on voit à quel point ce qui surgit, ce n'est pas simplement une simple expérience d'une simple balade dans une bibliothèque, mais immédiatement quelque chose de plus profond qui se cristallise sur le traitement différencié réservé aux petites filles et aux petits garçons dans ces espaces de la culture cultivée. Les livres de l'enfance, je les ai oubliés. Il a donc fallu du temps pour que je parvienne à établir un lien direct avec les livres, et cela sans la présence d'intermédiaires. Ça a été possible, je dirais, vers l'âge de 15 ou de 16 ans. J'aurais du mal à citer un titre en particulier. Je m'intéressais davantage à des thèmes, des grandes questions, des problèmes en particulier.
La guerre d'Algérie, la question de l'immigration étaient les deux thèmes, les deux problèmes principaux qui attiraient mon attention. Les livres qui me semblaient être liés à cela, je les lisais, je prenais des notes. J'ai quelques titres, si je devais revenir un peu en arrière. Je dirais Cœur de banlieue de David Lepoutre, Le Théorème d'Archie Ahmed, et bien sûr La double absence d'Abdelmalek Sayad, qui joue un rôle particulier dans Comme nous existons. Et je me souviens aussi d'une autrice en particulier que j'aimais, qui n'a aucun lien ni avec la guerre d'Algérie, ni avec la colonisation, ni avec l'immigration, l'écrivaine française Colette. Et Colette, dans un de ses livres que j'avais lu, le livre est La paix chez les bêtes, Colette écrivait « J'ai rassemblé des bêtes dans ce livre comme dans un enclos où je veux qu'il n'y ait pas de guerre. » Et c'est profondément une image qui m'avait touchée à l'époque. Je l'avais notée sur des carnets, puis je l'ai gardée près de moi. Et cette idée-là, j'ai rassemblé des bêtes dans ce livre comme dans un enclos où je ne veux pas qu'il y ait de guerre, c'est quelque chose qui, à mon sens, fait particulièrement sens dans la perspective de l'écriture de Comme nous existons. Cette idée d'un espace littéraire, cette idée d'un champ où la guerre n'existe pas. Bien évidemment, à partir du moment où on remarque que la guerre est absente, et que la guerre n'est pas si absente que ça en vérité, puisqu'on a noté son absence en particulier. Donc je reviens vers ce souvenir, un souvenir, comme je le disais, sur lequel j'ai quelque peu écrit à travers Comme nous existons, et qui fait déjà ressurgir ici quelque chose de la question de l'espace public, de la question de la circulation, de la question des biens culturels, et puis de la question, bien évidemment, de la distribution genrée de ce type d'usage culturel. À l'origine, Renate Matar a eu la gentillesse de rappeler que fut une époque, j'écrivais des choses qui relevaient de la fiction. Donc quand j'étais plus jeune, je crois pouvoir dire que j'avais vraiment commencé à écrire ces 3 romans, ces 3 récits de fiction, pour dire quelque chose d'une forme de vérité. Et c'était vraiment quelque chose d'extrêmement présent à mon esprit, cette notion de vérité, sans que je ne sois à l'époque vraiment capable de dire ce que j'entendais par vérité. Mais c'était une notion qui avait pour moi un sens particulier. Et j'ai écrit quelque chose qui relevait de la forme romanesque, donc quelque chose qui n'avait absolument rien à voir avec ce que moi, je désignais être la vérité. Et c'est un processus intéressant sur lequel je suis assez régulièrement revenue, à savoir pourquoi est-ce que nous voulons dire une chose, et puis finalement, pourquoi est-ce que nous finissons toujours par en dire une autre, ou pourquoi est-ce que nous voulons dire une chose d'une certaine manière, et pourquoi est-ce que c'est finalement d'une autre manière que nous finissons par la dire. Et l'écriture romanesque me semblait être une manière indirecte de dire les choses. C'était une forme de détour, une forme de retour, là où, au contraire, je cherchais d'autres types d'écriture qui auraient davantage formé des sortes de lignes droites, d'un point A à un point B. Et je définissais la vérité, j'avais une approche de la vérité qui était nous sommes à un point A et nous devons rejoindre ce point B. La question de la survenue de l'écriture de soi et de l'écriture des siens, comme je le disais, n'est donc pas une écriture naturelle, ce n'est pas une écriture qui va de soi, qui va d'elle-même, c'est une écriture qui, dans mon cas, dans le cas d'autres écrivains aussi, survient après un ensemble de tentatives et surtout après un ensemble de déceptions à l'égard de la fiction. À mes yeux, la forme romanesque a donc été une forme insatisfaisante, car c'est une forme de parole, à mon sens, silencieuse, c'est ainsi que je la nomme. Il a donc fallu que je me confronte à la forme autobiographique pour éprouver le sentiment d'un texte droit, d'un texte moins enjolivé, plus transparent, plus à fleur de peau, qui laisse voir la peau, un texte vrai. En écrivant Comme nous existons, j'ai donc essayé de trouver ce que j'appelle ma parole vraie. Parfois, quand je suis seule, je peux vous le dire, je me dis ça, je me dis que travailler autour de ces questions de vérité, autour de ces questions de mémoire, tenter de s'écrire, tenter d'écrire les siens ou les nôtres, est quelque chose qui a à voir aussi, bien sûr, avec ce qu'on nomme de manière assez générale le politique. Et c'est quelque chose qui est assez complexe, sur lequel on pourra bien sûr revenir. Mais
je dois dire, si j'essaie de prendre un peu de distance, que le récit autobiographique comme nous existons a sûrement permis d'ancrer en moi une certaine forme de paix que j'estime ne pas avoir pu ressentir avant l'écriture de cet ouvrage-là. Le thème de la conférence, du moins ce sur quoi il m'a été demandé d'intervenir, porte sur cette question particulière de la guerre, de la paix, de la réconciliation, du pardon. Je pourrais dire ici cette première chose, à savoir que l'écriture, et Renate Matter l'a signalé dans sa phrase introductive, effectivement, a eu pour moi quelque chose d'une forme de guérison. Mais peut-être plus que le terme guérison qui renvoie à quelque chose de l'ordre du biologique ou de l'ordre du corporel, de l'ordre du curatif. Je parlerai davantage de transformation. C'est un récit qui pour moi a été profondément transformateur, au sens où tout d'un coup, vous avez la possibilité, en écrivant un récit qui recourt à la forme jeu, de dire quelque chose qui n'était pas dit auparavant, ou de dire quelque chose de vous-même que d'autres disaient autrement ou que d'autres disaient de manière fausse. Il y a donc, à mon sens, dans cette idée de paix, dans cette idée de transformation, au sortir de l'écriture autobiographique, ce profond sentiment de réappropriation de soi, de son histoire, de sa perception, de ses affects, de son corps aussi, de sa généalogie, de sa filiation, bien au-delà de tout ce qu'il est possible de faire et de tout ce qu'il est possible de dire autrement qu'en l'écrivant. Je dois dire aussi que je n'étais pas faite initialement pour écrire un récit tel que comme nous existons. En effet, la trajectoire scolaire et l'idéologie scolaire vous poussent à considérer que certains seulement ont droit de parler d'eux-mêmes dans leurs récits. D'ailleurs, on appelle ça des mémoires, les mémoires du général de Gaulle, par exemple, ou autres. Et il était donc évident pour moi que ma première forme d'expression serait cette fameuse forme d'écriture romanesque. J'ai donc mis du temps, j'ai mis 3 livres, à peu près 5-6 ans, avant de comprendre qu'il était donc possible d'écrire autre chose que quelque chose qui relève de la pure fiction, qui relève de la pure imagination. Cette notion-là tourne autour de la question du jeu. Et les questions de l'écriture, je pourrais le dire aussi de cette manière-là, avaient à l'époque, je dirais 17 ou 18 ans, une sorte d'enjeu proprement lié à un sentiment d'urgence. Je ne pouvais pas à l'époque trouver de travail, ni gagner d'argent, ni soutenir mes proches, ni les protéger. J'avais donc un sentiment profond d'impuissance qui m'éprouvait profondément de l'intérieur. J'ignore exactement pourquoi, je pense que l'idéologie scolaire doit ici jouer pleinement son rôle, mais j'étais absolument convaincue que la publication d'un livre, puisqu'à l'époque la publication des livres était pour moi plus importante que l'écriture, la publication d'un livre allait radicalement changer ma vie, transformer ma vie et faire advenir une certaine forme de paix. Or, comme je l'ai souvent dit, cette notion de la transformation, cette notion autour des effets que l'écriture autobiographique produit sur vous, vous laisse malgré tout dans une forme d'état plus ou moins contradictoire. Et c'est de manière redondante cette question qui ne cesse de revenir, à savoir finalement à quoi ça sert de faire tout ça, à qui ça sert, et est-ce que ça sert véritablement au niveau de l'enjeu, au niveau des rapports de force tels qu'ils sont dans le monde actuel. Je pourrais donc dire effectivement que dans cette entreprise de l'écriture autobiographique, la question de la paix, la question de la guerre, la question du pardon, la question de la tentative de transformation, la certitude de l'échec sont absolument omniprésentes.
Quand j'écris, c'est donc toujours dans la guerre que ça commence. Je peux parler d'une forme de colère. Il arrive même que la colère soit exactement ce qui me pousse à écrire. Mais dès l'instant où il me faut écrire, la colère cesse d'être en colère. Une forme d'espérance l'emporte, éloigne la colère et finit par la vaincre. Le livre imaginé n'est jamais le livre écrit, le livre publié. Parfois, je me dis que c'est une chose extrêmement heureuse, car dans le cas contraire, mes livres ne seraient qu'une longue liste d'insultes et de plaintes. C'est finalement de ça que mon livre est fait, d'insultes et de plaintes qui sont, à mes yeux, une matière première extrêmement précieuse. C'est une ressource inépuisable. Tous les jours, je pense que nous avons raison de proférer des insultes. Tous les jours, nous avons raison de nous plaindre, de contester, de revendiquer. Et il faut, bien évidemment, que ça dure. Cet état d'écrire contre à un état final d'écrire pour est un long processus. C'est le passage de la guerre à une forme de paix, à une forme de recherche de paix. Et c'est véritablement tout ça qui finit par avoir une forme qui est la forme livre. Je voudrais aussi, puisque cela évidemment compte dans nos questionnements, évoquer de manière très brève la question du corps. Écrire finit aussi par avoir sur le corps un effet, je dirais dans mon cas un effet d'abandon. J'abandonne mon corps et son image. C'est comme si l'écriture demandait toujours que je choisisse. C'est elle ou c'est le corps. Et c'est toujours écrire que j'ai fini par choisir. C'est un choix que je fais par amour, je pourrais dire. Dans une journée où l'écriture n'existe pas, faute d'un déplacement ou d'une journée d'enseignement ou autre, je prête, bien sûr, attention à l'image de mon corps. Je soigne des apparences, du moins, j'ai ce souci. Quand il faut écrire, quand il faut que le texte avance, je me lève le matin et je me sens être dans une urgence totale, une inquiétude aussi. L'inquiétude que le texte, aujourd'hui, peut-être, n'avancera pas. Et je crains donc tous les matins cet échec. Et alors là, l'écriture enfle, et ce n'est, au départ, l'écriture qu'une toute petite chose. C'est une goutte de quelque chose. Puis c'est absolument terrible, ça enfle, ça prend tout, ça déplace, ça renverse et ça coupe. Je vois très clairement comme l'écriture finit par me couper de mon corps. D'un coup, c'est vrai, je n'ai absolument plus de corps. Je ne dis pas que je ne suis là qu'un esprit, bien sûr. Je dis simplement que je suis dans cette obsession d'atteindre l'écriture. Quand je dis que je suis coupée de mon corps, ce n'est pas de manière romantique qu'il faut l'entendre, c'est vraiment d'un point de vue matériel. Tout d'un coup, l'idée d'investir du temps, une énergie, une attention à l'apparence me semble absolument folle. C'est une folie de vouloir se maquiller, c'est une folie de vouloir s'habiller, c'est une folie de vouloir se coiffer. Je me dis des choses comme ça. Avec le temps, je comprends aussi l'injonction qui est faite au corps féminin de se parer, et je comprends aussi comment l'écriture s'apparente, de ce point de vue-là, à une certaine forme d'émancipation, à une certaine forme de libération. Très certainement que le sentiment de paix ressenti au sortir de l'écriture d'un livre, ici l'exemple était celui de Comme nous existons, vient aussi de là, vient aussi de cette transformation du rapport à soi, de la transformation de l'image de soi et du sentiment de pouvoir faire autre chose de son corps que l'exposer et le montrer sur la scène publique. Comme je vous le disais, parler de réconciliation est assez étrange pour moi. Je crois que cela est véritablement dû au fait que nous sommes occupés et profondément préoccupés par la guerre et nous oublions parfois que c'est la paix qui doit finir par advenir. Pour moi, il est une question plus difficile que celle de la paix, c'est celle du pardon. Pour ma part, chaque fois que je tente d'y réfléchir, telle que cette fois à l'invitation que vous m'avez faite, je me heurte au slogan « Ni pardon, ni oubli », qui est souvent scandé en manifestation à Paris. Ni pardon, ni oubli. C'est un slogan, extrêmement fort, extrêmement puissant. Et on se heurte, ou je me heurte, nécessairement par rapport à cette question du pardon, à une question extrêmement simple qui me vient toujours à l'esprit. Qui pourrait, par exemple, demander à Assa Traoré d'accorder son pardon aux gendarmes qui ont tué son frère? Absolument personne. Peut-être que la question ne doit pas se poser en ces termes, peut-être qu'il faut la poser en d'autres termes.
demain, avec un grand plaisir, je découvrirai les termes qui sont les vôtres. On voit ici à quel point la question de l'écriture de soi charrie ces différentes émotions, ces différents affects qu'on peut qualifier, comme je le disais, de sentiments de paix, de sentiments de guerre, avec toutes les objectivations nécessaires qu'elles appellent. Par rapport à cette question du pardon, est-ce que l'on peut pardonner? Qui pardonne-t-on? De quoi doit-on être pardonné? Je voulais vous faire écouter un bref extrait d'un philosophe qui est Jacques Derrida, qui a beaucoup écrit sur la question du pardon, qui a consacré des séminaires de philosophie à cette question-là, et qui, cette fois-ci, l'évoque dans un autre contexte que celui de l'écriture, puisqu'il parle ici principalement des grands événements historiques qui ont marqué l'histoire de l'humanité pour le pire. J'ai voulu passer ce bref extrait de Jacques Derrida s'exprimant en Afrique du Sud à propos de la situation sud-africaine, parce qu'il me semblait important, évidemment, de tenter de lier à la fois la question de la réconciliation d'un point de vue intime, du point de vue de l'écriture de soi, du point de vue de l'écriture des siens, tout en essayant de la maintenir liée à cette autre problématique qui est bien évidemment celle que je nommais précédemment, à savoir la question politique, la question des rapports de domination qui font le cours de notre monde actuel.
Ce que Jacques Derrida nous rappelle dans cet extrait, mais bien évidemment aussi dans son œuvre, est que finalement, se réconcilier exige toujours un pouvoir, le pouvoir de faire asseoir l'autre à la même table que soi. Pourtant, on peut légitimement se demander quelles sont les conditions de la réconciliation, et on peut aussi se demander s'il n'existe pas des situations exceptionnelles qui malheureusement ne sont pas si exceptionnelles que ça dans l'histoire de l'humanité, où l'on voit littéralement le pardon mourir sur le lieu du crime lui-même. Le lieu du crime qui est Gaza, mais le lieu du crime qui est bien évidemment d'autres lieux du monde avant Gaza. C'est une question à laquelle je n'ai bien évidemment pas de réponse définitive et peut-être même pas de réponse tout court. Derrida, si je continue à dire quelques mots de ce que lui-même a pu dire, je le cite, « Si je dis « je te pardonne » à la condition que demander pardon, tu es donc changé et que donc tu ne sois plus le même. Est-ce qu'en demandant cela, je te pardonne vraiment? Et qu'est-ce que je pardonne? Et à qui? Quoi? Et qu'est-ce que je pardonne? Est-ce que je pardonne quelque chose ou est-ce que je pardonne quelqu'un? » Il ajoute, c'est une première ambiguïté syntaxique. La question « qui », la question « quoi » sont absolument fondamentales pour lui du point de vue politique. Pardonne-t-on quelque chose, un crime, une faute, un tort, c'est-à-dire un acte ou un moment qui n'épuise jamais la personne incriminée, à la limite, qui ne se confond pas avec le coupable, qui lui est donc irréductible? Je dois reconnaître que dans tout ce que j'ai pu modestement jusqu'à présent écrire, la question de la réconciliation, la question du pardon, je ne les ai finalement abordées que dans le sens de leur impossibilité. Dans Ainsi l'animal et nous, j'écrivais par exemple « Frantz Fanon nous avertit, écrivant que le langage du colon, quand il parle du colonisé, est toujours un langage zoologique. On fait allusion, dit-il, au mouvement de reptation du jaune, aux émanations de la ville indigène et aux hordes, à la puanteur, au pullulement, au grouillement, aux gesticulations. » Et il ajoute « Cette démographie galopante, ces masses hystériques, ces visages d'où toute humanité a fui, ces corps obèses qui ne ressemblent plus à rien, cette cohorte sans tête ni queue, ces enfants qui ont l'air de n'appartenir à personne, cette paresse étalée sous le soleil, ce rythme végétal, tout cela fait partie du vocabulaire colonial. » Plus loin, j'écris encore, Daniel Ben Saïd, après aussi, nous a dit quelque chose de proche. Il a dit « La guerre globale, présentée par George Bush comme une croisade du bien absolu contre le mal absolu, comme une forme donc de guerre sainte, revient à mettre l'ennemi au banc de l'humanité, à le bestialiser, à l'animaliser. Guantanamo et Abu Ghraib n'apparaissent donc pas comme des accidents imputables à des excès individuels, et les sérieuses études pentagonales sur la réhabilitation de la torture ne manquent pas de logique. Tout est permis contre l'ennemi qui est exclu du genre humain. » Je me suis donc appuyée sur ces propos de Daniel Ben Saïd et de Frantz Fanon à propos de cette question de l'animalisation et de ce qu'elle a produit dans l'histoire. Et j'en ai conclu pour ma part la chose suivante, que telle était l'ampleur du carnage, tout ce sang versé, si nous savions, ce sang qui ne sèche pas car le sang coule toujours au creux des roches et des paumes, à l'heure où j'écris ces mots. Partout il y a ce sang, et je ne sais plus, c'est à perdre la raison, toute cette ombre génocidaire sur Gaza, ces êtres emportés par la violence. Ce n'était pas un coup du sort, ce n'était pas un malheur, mais la volonté de quelques-uns, la complicité d'autres, malgré les supplications de presque tous. Et j'en arrive à ma question. C'est impardonnable, inoubliable, irréparable, inexpiable, car ce n'était pas obligé, l'égalité était possible. Et cela, voyez-vous, oblige à considérer le fardeau qu'est le monde occidental, lui qui toujours laissait entendre que le fardeau était le reste du monde. Ce monde qui encore se plut à faire croire à tant d'êtres, et dont certains n'étaient pas encore nés, au plus loin de l'exploitation capitaliste, de l'oppression de race, de la domination de genre, qu'il n'était que la part excédentaire du monde, la part surnuméraire, l'excès, ce qui nuisait au monde, les nuisibles de l'Afrique, de l'Asie, de l'Orient, et qu'il devait alors, par le travail, par le fouet, par la stérilisation, se racheter. Demander pardon. Sans répit, le monde occidental a donc exercé sur tout ce qui n'était pas lui ses compétences meurtrières et terroristes. Une grande partie de l'intelligence conceptuelle et technique que ce monde a développée a fini par servir, que cela fût son objet initial ou non, la dégradation de l'autre au motif qu'il suait comme par l'animal. Quand il a été question que je réfléchisse à cette question de la réconciliation, comme je vous le disais,
Ce sont les principaux passages de ce que j'avais pu écrire dans Ainsi l'animal et nous qui me sont revenus en mémoire. Et je me suis vraiment demandé si, au fond, je n'étais pas une sorte d'incroyante ou si je ne développais pas parfois des formes d'athéisme à l'égard de ces notions-là, des notions de pardon, des notions de réconciliation, des notions de repentance. Il faudrait bien évidemment faire un travail extrêmement sérieux, historicisé, afin de pouvoir redonner à chacun de ces termes toute son ampleur philosophique et bien sûr toute son ampleur morale. La réconciliation exige donc beaucoup. Si je peux pardonner quelque chose de moi-même, si je peux pardonner quelque chose du monde tel qu'il est à travers mon expérience intime de l'écriture, il me semble une autre affaire que de se confronter à ce que furent, par exemple, les expériences au Kosovo, au Rwanda, l'expérience de tous les peuples qui ont été, d'une manière ou d'une autre, confrontés au pire et à l'absolu de ce pire. À ce propos, et pour conclure progressivement mon propos, je souhaiterais citer encore une fois ces propos de Jacques Derrida qui, à mon sens, nous invitent à réfléchir. Il tente de définir ce que serait, selon lui, quelque chose qui pourrait être nommé réconciliation, qui pourrait être nommé pardon. Et il dit « Se réconcilier, c'est être en même temps dans autre chose que la situation antérieure, c'est être avant le crime, tout en étant dans la compréhension de la situation postérieure. » La réconciliation, si on en suit ici la pensée de Jacques Derrida, ce serait donc avant la torture, avant l'invasion, avant le plaquage au sol, avant l'esclavage, avant le génocide colonial, tout en sachant que ces crimes, après, vont survenir. Cela revient à dire, au fond, qu'on ne cherche à pardonner que dans la conscience que quelque chose d'impardonnable s'est produit. Je pourrais dire aussi, d'une autre manière, qu'au fond, nous ne savons pas véritablement ce qu'est le pardon, ce qu'est la réconciliation. Il me semble que nous ne pourrions ici qu'interroger les témoins, les personnes, les vivants, les morts, qui ont fait l'expérience de cette tentative de réconciliation et qui parfois n'en sont pas véritablement revenus. Bien que les traditions chrétiennes et bouddhistes essayent, à leur manière, de nous dire quelque chose de cette réconciliation, quelque chose de la colère après la guerre, nous sommes bien obligés de concevoir que la part morale portée par cette question de la réconciliation nous dépasse et ne peut qu'être portée collectivement, ou alors ne peut être portée qu'au plus profond de l'intime. Et alors, je suis bien amenée à dire que quand j'ai écrit « Comme nous existons », croyant que je parlais des autres et me réfugiant certainement derrière cette idée plaisante qui n'est pas question uniquement de moi, quelque part, je dois bien reconnaître que peut-être que c'était une question qui finalement était tellement intime que je ne pouvais pas la généraliser à d'autres. On est donc pris dans toutes ces tensions-là, dans toutes ces formes de contradictions profondes qui nous forcent et qui nous contraignent, mais qui aussi nous invitent, dès lors que nous tentons de parler de réconciliation, dès lors que nous tentons de comprendre ce qu'est le pardon, dès lors que nous essayons de comprendre s'il est possible de pardonner à la France, pardonner aux États-Unis, pardonner à l'Occident, de faire ce qu'ils font, et non pas, comme on le dit souvent, d'être ce qu'ils sont. Chacun doit prendre sa part, chacun doit tenter d'écrire, chacun doit tenter de dire quelque chose de cet état-là. Il me semble donc qu'il y a dans ces questionnements autour de la réconciliation, autour du pardon, autour des affects et bien évidemment autour de la charge morale qu'elle charrie, cette forme de nécessité à la fois d'être seul pour écrire et puis par la suite de se retrouver pour partager ce qui a été écrit. Je vous remercie beaucoup de votre attention.
Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu. Ce fut un début de semestre assez difficile. Mais en fait, c'est des petits trucs. Non, pas de petits trucs. C'est de choses très, très belles comme cela, comme cet événement, qui me font en fait ne pas regretter ma décision de venir et d'étudier ici. Je voulais vous demander, vous avez parlé de la colère, vous avez parlé d'insultes et de plaintes comme matière première qui est précieuse. Je voulais vous demander, est-ce qu'on peut trouver d'autres matières premières, surtout quand on sent qu'en fait, ces matières premières-là, la colère, les plaintes, les insultes, c'est les seules choses qui nous ont poussés à écrire et c'est les seules choses qui nous font écrire. Euh, et je parle de moi-même et je parle du fait que 90% des choses que j'ai écrites, c'était des choses que j'ai écrites très frustrées, très en colère. Et, euh, et en fait, je pense que j'ai été forcée à écrire en colère parce que quand tu es musulmane, quand tu es maghrébine, quand tu es immigrante, quand tu es lesbienne, il faut toujours que tu sois étiquetée en tant que femme en colère ou bien en tant que personne en colère. Et en fait, en soi, j'ai pas peur de continuer à écrire en colère, c'est juste que j'ai peur de prendre feu et de mourir à cause de ça. Et donc, est-ce que vous avez une anecdote, des conseils sur ce point-là? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre question. Oui, c'est une question qui est très intéressante et qui effectivement est importante puisque les processus de racialisation font vraiment la distinction entre qui est capable de penser et d'avoir une pensée claire, qui est capable de maîtriser son corps, de maîtriser ses larmes, ses cris, et qui au contraire n'est pas capable de les maîtriser et donc doit être maîtrisé par la police, la garde nationale, les chiens, etc., etc. Donc et d'autant plus que dans les stéréotypes, pour les femmes noires, par exemple, l'image, le stéréotype de la femme en colère, c'est quelque chose d'absolument persistant et qui colle à la peau. Dans la perspective qui est la mienne, et quand je dis que j'écris toujours en colère, c'est aussi une manière de dire qu'il faut aussi tenter de faire la part des choses dans cette forme de tentative du retournement du stigmate, en fait. Au sens où, bien évidemment, nous sommes stigmatisés d'une certaine manière, mais ce n'est pas parce que nous sommes stigmatisés de cette manière-là que cette manière-là est absolument intolérable ou qu'il faut absolument la rejeter. Moi, je trouve que des affects comme la colère ou comme la frustration, qui sont, c'est vrai, plutôt connotés négativement, demeurent malgré tout des moteurs absolument importants, puisqu'ils sont les moteurs qui nous font nous mouvoir. Et ce n'est pas parce qu'il y a un état de colère ou un état de frustration ou un état aussi de désespoir que le texte ne finit pas à un moment par apparaître. Et pour moi, c'est la chose la plus importante, c'est que le texte finisse par apparaître. C'est ça qui compte en fait. Le cheminement, la méthode, c'est quelque chose qui peut changer avec le temps, c'est quelque chose qui peut être modifié, qui peut se retravailler, etc. Mais pour moi, le plus important, c'est la conséquence. Et pour moi, la conséquence doit toujours être le texte. Donc je n'ai pas beaucoup de difficultés, une fois avoir reconnu l'existence des stéréotypes raciaux, à dire que la colère peuvent être des moteurs très, très puissants. Mais encore une fois, c'est ce que je disais, on commence à écrire avec beaucoup de colère et puis on finit avec beaucoup d'amour. Voilà, ce sont des configurations à la fois très spécifiques, très intimes. Mais sur cette question-là, je pense qu'il ne faut pas s'en vouloir de ressentir ce qu'on ressent. On nous demande déjà de nous en vouloir pour beaucoup de choses. Donc je pense que de ce point de vue-là, on peut être un peu généreux avec soi-même. Vous avez mentionné que pour vous, la culture, c'est une forme de retour et de détour. Vous avez aussi beaucoup parlé de votre relation à la fiction et la mémoire et l'histoire. Donc, peut-être, je vais poser la question d'une autre façon de comment vous pensez à cette relation à la culture. La culture est-elle pour vous une façon de se réconcilier avec la mémoire ou ce manque de distinction entre la fiction et la vérité
Et peut-être c'est un peu lié à comment vous concevez cet mélange avec l'histoire et vos histoires plutôt personnelles. Oui, j'ai essayé très rapidement d'expliciter que ce fait-là, ce fait d'écrire, si je devais en dire quelque chose à travers ces très vastes notions de pardon, de réconciliation, de paix, ça apporte une forme de paix, mais le terme de paix n'est peut-être pas le plus juste. Ça apporte pour moi, en tout cas dans l'expérience qui a été la mienne, donc très intime et que je ne généralise absolument pas, un sentiment d'alignement. Tout d'un coup, vous êtes à l'endroit où vous pensez que vous devez être et pas à l'endroit où on vous a demandé de vous asseoir ou à l'endroit où on vous a placé depuis la naissance ou des choses de cet ordre-là. Donc c'est un peu ce que je disais au début de mon intervention. Il y a ce sentiment de réappropriation et il y a ce sentiment que tout d'un coup, le point de vue est votre point de vue et ce n'est plus vous qui êtes l'objet regardé ou qui êtes l'objet dont on parle. C'est ce retournement, d'autres écrivains ont pu le manifester à leur manière, qui, dans l'écriture de Comme nous existons, m'a paru intéressante. On pourrait appeler ça une forme d'émancipation, même si le terme a quelque chose de grandiloquent. Mais tout d'un coup, vous dites quelque chose de tout ce qu'on a dit de vous, à la fois en termes d'individu, mais aussi bien évidemment en tant qu'individu appartenant à un groupe social dominé, minorisé, violenté, etc. Donc c'est quelque chose pour moi qui est très, très important. C'est la puissance du jeu, en fait. Et pas le jeu masculin bourgeois tel qu'on le connaît, mais une autre forme de jeu. Merci beaucoup. Je suis embarrassé de ne pas encore l'avoir lu, mais vous avez publié un livre, je crois, sur Ainsi l'animal et nous, n'est-ce pas? Et je me demande, on conçoit souvent, en tout cas moi c'est mon cas, le pardon comme une notion morale qui intervient entre deux personnes humaines ou plus. Est-ce que vous pouvez concevoir et élargir votre panorama sur, par exemple, qu'est-ce que ça signifierait de pardonner un animal ou que les animaux nous pardonnent également les traitements que depuis peut-être des milliers d'années, on leur a fait subir? Oui, je trouve que c'est une question très belle et très puissante. Merci beaucoup de la poser. Oui, la question de l'animalité, les questions d'animalisation m'ont plutôt beaucoup occupée ces derniers temps. Je dis dans le livre que l'animal est notre meilleur ami, le chien est notre meilleur ami, mais qu'il n'est absolument pas certain que nous soyons le meilleur ami du chien, en fait. Nous sommes très certainement le pire ami du chien. Et ici, je dis chien comme une sorte de forme générique des animaux. Je ne sais pas si vous faites ça, mais moi, quand j'écrivais ce livre, je regardais beaucoup, vous savez, ces petites vidéos amateurs que les personnes filment et puis diffusent parce que leur chien ou leur animal ou leur perruche a fait quelque chose de drôle. En fait, moi, je trouve toujours que c'est des vidéos extrêmement puissantes parce qu'on voit une relation plus qu'humaine se développer. Et en même temps, cette relation est profondément humaine. Il y a une humanité, je pense qu'on peut reconnaître aux animaux une humanité extrêmement profonde. Donc savoir si les animaux nous pardonnent, je pense que les animaux ne vont même pas jusque-là, au sens où je pense que les animaux, dans ce que leur comportement laisse paraître, mais aussi à travers les études qui sont écrites à ce propos par des éthologues, par des biologistes, par des philosophes, des éthiciens moraux aussi, disent que les sentiments de colère ou les sentiments d'agressivité ou les sentiments négatifs qui habitent certains de ces animaux ne surgissent qu'au terme d'une certaine forme de dressage, en fait.
C'est souvent le dressage des chiens policiers, par exemple, qui les amène tout d'un coup à sauter sur le corps d'un jeune noir dans l'Amérique en pleine période de lutte pour les droits civiques, par exemple. Voilà, vous devez avoir à l'esprit ces photos de chiens qui se jettent sur les corps de jeunes adolescents noirs, de femmes noires qui manifestaient. Et ça, c'est quelque chose d'important pour moi, au sens où si les animaux venaient à nous pardonner, ça veut très certainement dire que nous ne sommes pas pardonnables du point de vue moral par rapport à ce que nous leur faisons subir et ce que nous avons inculqué, ce par quoi nous les avons fait passer. C'est ça que j'essaie de dire, c'est qu'on a énormément réduit les animaux à l'état d'animalité. Les animaux ont été animalisés jusqu'à un terme extrêmement lointain. Je pense que les animaux, sans vouloir romantiser les choses, ne nous en veulent pas. Enfin, les chiens qui sont abandonnés sur la route, par exemple, un jour j'ai compris que j'en parle dans le livre avec Joseph Andras. Je dis que quand j'étais enfant, moi je pensais que les adultes n'abandonnaient que les enfants. Et quand j'ai découvert qu'ils abandonnaient les chiens, j'ai trouvé ça terrible. J'ai trouvé que c'était encore pire qu'abandonner des enfants. Et pour moi, c'est extrêmement important parce qu'en fait, tout ça est vraiment lié. La question de l'enfance, la question de l'animalité, je vais pas pleurer, la question des dominations, etc., parce que je suis fatiguée. Tout ça est extrêmement puissant, en fait. Donc, je vous invite tous à penser la question de l'animalité, je vous invite tous à penser la question du spécisme, à penser la question des relations interespèces. C'est des thématiques qui sont en train de monter. Et surtout, les questions d'animalisation sont des questions extrêmement présentes. Que ce soit dans les discours d'un Trump, d'un Musk et de tous les autres dirigeants des États fascistes actuellement et dans le passé. Mais merci, c'est une très belle question. Merci beaucoup pour cette présentation très honnête et très importante. Moi, je voulais savoir si Comme nous existons est considéré comme une autofiction ou autobiographie, et si vous pouvez parler du choix de l'un plutôt que de l'autre, et de la différence entre votre métier de sociologue et votre métier d'écrivaine, et comment est-ce que les deux peuvent se rejoindre ou non. Je vous remercie d'avoir dit que c'était honnête parce que j'ai vraiment quelque chose de très lié à ces notions de sincérité et d'honnêteté. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'en suis venue à écrire de l'autobiographie. C'est aussi parce que pour moi, c'est la forme la plus sincère. Et je crois le dire dans le texte que le pacte de lecture lié et passé avec le lecteur, c'est vraiment un pacte de sincérité. C'est vraiment un pacte qui dit je sais que je ne dis pas toute la vérité, parce que je ne peux pas dire toute la vérité, parce que je ne suis pas seule dans cette famille, et que toute l'histoire de cette famille ne m'appartient pas. Je ne peux donc pas tout dire. Mais tout ce que je dis, je le dis vraiment de façon vraie. Je le dis vraiment de façon sincère. Et cette question de la sincérité, pour moi, elle est vraiment absolument centrale, parce qu'elle dit aussi l'effort qu'on doit toujours faire pour essayer d'entendre sa propre voix et de ne pas être submergé par toutes ces voix qui parlent dans notre tête. Quand vous écoutez la radio, quand vous êtes en voiture, vous savez, ça grésille tout le temps, parce que les fréquences, elles ne sont pas bonnes. Et puis, vous mettez vraiment du temps à trouver la bonne fréquence, quand tout d'un coup, c'est vraiment clair, en fait, quand tout d'un coup, vous entendez vraiment chaque mot, chaque parole, chaque silence. Et je trouve que l'écriture autobiographique, elle vous force à ça, en fait. Elle vous force à rouler pendant des heures sans savoir exactement où vous allez. Mais vous savez qu'à un moment donné, dans cette radio qui est votre tête, vous allez finir par trouver la bonne fréquence. Vous allez finir par accéder à votre propre émission. C'est vous, c'est votre émission tout d'un coup. C'est vous qui parlez, c'est vous qui avez la possibilité de vous exprimer et de développer votre point de vue et de faire valoir que la manière dont vous regardez le monde, elle compte également par rapport aux autres formes de regard. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement important, cette question de la sincérité, du pacte, et cette question de la reconnaissance des points de vue qui sont souvent des points de vue laissés dans l'angle mort et qu'il faut toujours essayer de faire entrer dans
dans la lumière du texte. Alors, comme nous existons, moi je dis toujours que c'est un texte autobiographique. Parfois, quand je pousse la sincérité très loin, je dis que c'est un texte semi-autobiographique parce que je ne suis pas fille unique, mais que j'ai 2 sœurs qui m'ont dit on ne veut pas être dans ton livre, donc tu n'en parleras pas. Et donc, pour moi, c'est extrêmement intéressant parce que ça dit aussi que dans l'autobiographie, contrairement à ce qu'on a pu dire, c'est absolument pas une situation de toute puissance, c'est absolument pas une situation de possession totale. En fait, c'est une écriture qui est, dans mon cas en tout cas, une écriture extrêmement contrainte. Moi, j'écris toujours avec énormément de contraintes. Les contraintes, elles sont vraiment très fortes. C'est déjà mes propres contraintes, les choses dont moi, je n'ai pas réussi à me libérer. Le fait, par exemple, simplement d'estimer qu'une phrase est belle ou qu'une phrase est pas belle, c'est déjà en soi une contrainte, alors qu'il y a des écrivains qui ne réfléchissent pas en termes de style, en termes de beauté. Voilà, Annie Ernaux, par exemple, a une position très claire par rapport à cette question-là. Mais aussi des contraintes, et puis souvent aussi des contraintes morales, mais aussi des contraintes qui sont liées au fait que quand vous écrivez une autobiographie à partir d'une position minoritaire, vous êtes, en tout cas dans mon cas, j'étais vraiment obsédée par la question de la réception. Donc, comment faire pour que le texte par la suite ne soit pas détourné, comment faire pour que le texte par la suite ne soit pas récupéré, comment faire pour que le texte par la suite reste libre et autonome, qu'il ne soit pas tout d'un coup pris comme le récit typique de l'immigration en 2024, c'était 2021, dans la France actuelle, etc. Et c'est ça que j'appelle l'écriture à contrainte. Ça veut dire que même quand vous tentez de formuler quelque chose de l'ordre de l'émancipation, même les outils que vous possédez sont des outils qui demeurent d'une certaine manière dans une forme d'hétéronomie, en fait. L'autonomie est très faible. L'autonomie est vraiment très... Mais en même temps, voilà, alors ce n'est pas les contraintes évidemment de l'Oulipo, hein, c'est d'autres types de contraintes, vous l'avez compris, mais moi je trouve que ça reste des contraintes voilà, qui sont souvent d'ordre politique, d'ordre moral, et qui sont extrêmement puissantes parce que tout d'un coup elles vous forment et elles vous forcent à trouver un texte qui ne peut pas être n'importe quel texte en fait. Voilà, moi je vois souvent les choses de cette manière-là. Et par rapport à la question du partage entre sociologie et littérature, quand j'étais plus jeune, je faisais vraiment attention à ça. Je me disais, quand je suis dans le champ académique, je suis vraiment académique. Quand je suis dans le champ littéraire, je suis vraiment dans le champ littéraire. Vous retrouvez là vraiment toutes les formes de docilité que les espaces sociaux nous inculquent et nous demandent de produire et de reproduire. Avec le temps, une fois un certain nombre d'étapes, une fois un certain nombre de rituels passés, moi, je me suis beaucoup émancipée de tout ça. Comme je le dis souvent, l'université française, voilà, c'est un espace à la fois très brisé par les politiques néolibérales, très attaqué par les formes de conservatisme, par les formes d'entrisme, de groupes réactionnaires, etc. Donc moi, personnellement, c'est un espace dont je n'attends politiquement plus grand-chose. Je pense que c'est là une différence entre les universités françaises et les universités américaines, il me semble. Mais je dirais aussi que l'exemple peut-être le plus flagrant, c'est effectivement Ainsi l'animal et nous, qui est un récit à la fois théorique et autobiographique, personnel. Le fond est juste, le fond est vrai, le fond est scientifiquement prouvé, et ça renvoie directement à la longue bibliographie en fin d'ouvrage. Mais je pense que c'est important aussi d'apprendre à écrire les sciences sociales autrement qu'on a l'habitude de les lire. En tout cas, dans Ainsi l'animal et nous, ça a été mon travail de parler des Amérindiens, de parler du nazisme, de parler d'Henry Ford, de parler d'Octobre 61, voilà, avec ce fil de l'animalisation, sans jamais avoir un ton et sans jamais avoir une écriture qui essaye de convaincre. En fait, c'est ça que je pense avoir abandonné. Je pense avoir abandonné la volonté de démontrer. Voilà, cet effort de la démonstration, comme si
je partais d'un postulat dont j'ignore la qualité. En fait, ça, pour moi, ce n'est plus vrai. Moi, maintenant, je pars vraiment du principe que dès le départ, j'ai raison. Dès la première ligne, j'ai raison. Et le chemin, ça ne va pas être convaincre ceux qui ne sont pas convaincus en leur disant voici les preuves sur la table, vous pouvez les considérer, voyez ce qui a été fait aux Amérindiens, voyez ce qui a été fait pendant la période de l'esclavage, etc., etc., etc. Non, moi j'essaye maintenant davantage de développer une écriture plus affective, une écriture plus sincère et de parler aussi à la gauche. Voilà, ça, c'est des débats qu'on a en France qui sont vraiment très prégnants. Moi, je trouve que quand on est à gauche ou à l'extrême gauche, on a toujours ce mouvement de vouloir répondre à la droite, répondre à l'extrême droite. Et souvent, l'argument, quand on est quelqu'un de sérieux, d'honnête, c'est de dire, bah, regardez, des enquêtes ont été menées, voyez les chiffres de l'immigration. Bon, la droite s'en fiche, en fait. La droite considère que non. Non. Voilà. Un immigré, c'est déjà en trop. Une personne trans, c'est déjà trop, etc. Donc cette voie-là de tenter de convaincre par la raison, par la rationalité, moi, je trouve qu'on s'y épuise beaucoup. Donc maintenant, j'essaye de faire autre chose. J'essaye de parler plus aux miens. Quand je parle aux miens, c'est dans un sens politique, hein, par rapport à des questions d'appartenance à un camp politique. Et là, de développer certaines formes d'écriture qui sont plus directement liées à une forme de communauté d'expérience, en fait. Quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est important pour moi de tenter d'écrire ces différentes histoires, ces différents moments de l'histoire humaine et de l'histoire animale à travers un point de vue très touché, en fait. Très touché, très près du cœur. Voilà. C'est comme ça que j'ai écrit ce livre-là, en tout cas. Merci beaucoup. Bonsoir, je vous remercie énormément pour cette présentation très inspirante. En effet, j'avais lu votre ouvrage et j'ai 2 questions dessus. Et du coup, la première question, c'est plutôt sur, vous avez écrit sur le choix que vous allez étudier la sociologie et tout, et vous avez arrêté au bon moment que vous allez faire les études. Du coup, je vais savoir si vous regardez, si vous... si vous réfléchissez à cette expérience d'un point de vue d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez, si vous allez écrire la suite, ça devrait être une histoire de désillusion après, parce que peut-être la vision d'une jeune adolescente, d'une jeune sociologue, ça serait un peu idéaliste, innocente, naïve. Et c'est la première question. Et la deuxième question, c'est sur la partie qui est hyper intéressante pour moi, parce que vous avez écrit sur le chapitre, attendez, Those Eyes So Blue, que vous avez écrit sur, vous êtes obsédé par l'esthétique, je ne sais pas, occidentale, des choses comme ça. Par exemple, vous avez écrit Their pink lips shone, their hair was loose, fastened or pulled forward. Et cette partie-là, j'avais aussi cette sorte de sensation quand je faisais des études au pays étranger. Et du coup, je voulais savoir comment vous voyez cette tension entre une esthétique genre totalisante et essentialiste et votre point de vue sur la libération des corps féminins que vous avez aussi adressé pendant votre intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour la première question, oui, effectivement, comme nous existons s'arrête au moment précis du départ vers Paris, parce que je pense qu'à ce moment-là, c'est une autre histoire qui commence. Mes parents ne jouent plus le même rôle, je pense que je ne suis plus exactement la même personne, et je me disais simplement que c'était un autre livre qui commençait, et que pour ne pas faire 2 livres en un livre, il fallait peut-être s'arrêter là et mettre un point final. Et par rapport à cette deuxième question que vous posez sur la question de l'esthétique, oui, c'était une scène extrêmement importante parce que c'est une scène où tout d'un coup, vous découvrez une forme de différence. Et en soi, l'existence de la différence n'est pas grave ou n'est pas problématique en elle-même. Tout commence à partir du moment où la différence vient justifier une forme d'inégalité ou vient justifier une forme de traitement
différencié, inégalitaire, etc. Et cette scène-là dans l'autobus, avec ces jeunes filles avec des yeux bleus très clairs, elle était assez obsédante pour moi, parce que je pense qu'à ce moment-là, effectivement, il se noue quelque chose sur des catégories de perception qui sont très dures et dont on a du mal après à se défaire. Ce qu'on trouve beau, ce qu'on trouve laid, ce qu'on trouve acceptable, ce qu'on trouve noble, digne. Voilà, ça se forme vraiment à cette période de l'adolescence, mais aussi parce que les corps à ce moment-là sont des corps en transformation. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui entrent en ligne de compte. Et ce n'est pas que du genre. Voilà, ce n'est pas que une distinction entre les filles. C'est aussi entre les filles pauvres et riches, entre les filles blanches et non blanches. Donc c'était simplement une scène où j'avais essayé de montrer à quel point les rapports de sexe sont des rapports racialisés, et à quel point les rapports de race sont des rapports qui sont traversés par la binarité de genre, par des aspects extrêmement genrés. C'est toujours un peu ça le défi dans ces livres qui mêlent à la fois une approche sociologique et une approche plus littéraire, c'est d'essayer tout d'un coup de donner vie à des concepts. Alors je pourrais faire un cours sur la question des rapports sociaux de classe, de race, sur leur articulation, etc. Mais l'exprimer à travers une scène, pour moi, c'est quelque chose de plus puissant, et c'est quelque chose qui risque de toucher plus de personnes. Quand je fais cours, je ne crois pas que mes cours aient le pouvoir d'éveiller la mémoire des étudiants ou des étudiantes, parce que c'est des choses souvent abstraites, c'est des choses qui relèvent souvent de la théorie, etc. Quand tout d'un coup c'est une scène, et quand tout d'un coup vous dites cette scène c'est moi qui l'ai vécue, en fait vous créez entre les individus un autre type de rapport, un autre type de proximité. Et moi je suis toujours très touchée quand les personnes me disent c'est aussi quelque chose que moi j'ai vécu dans ce contexte-là ou dans cette époque-là. C'était pas un autobus, c'était autre chose qu'un autobus. Et voilà, c'est ce type de lien, moi, qui me touche, parce que c'est aussi une conséquence de l'écriture. Tout d'un coup, c'est le fait de faire se rencontrer des expériences intimes et de voir qu'au fond, elles ont autre chose en commun que l'intime. Elles ont en commun des structures sociales, etc.